Bonjour à tous et bienvenue dans cette matinale de Delubal Software. Aujourd'hui, nous allons traiter de la partie articulation linéique avec le paramétrage des articulations pour les panneaux CLT. Je suis Damien Tonnet, je serai votre présentateur tout au long de cette matinale. Et donc, au niveau de cette matinale, vous avez la possibilité de poser des questions directement via le chat de GoToWebinar. Et si jamais vous avez des questions qui reviennent par la suite, vous pourrez nous les faire suivre à info@delubal.fr. Au niveau de différents points qui seront traités, on va déjà dans un premier temps faire un petit rappel pour les panneaux CLT, comment créer des panneaux CLT. On verra ensuite comment créer et définir des articulations linéiques au niveau des panneaux. Et puis, on finira avec une partie paramétrage des articulations linéiques. On verra différents points au niveau, que ce soit la définition ou bien aussi au niveau de la partie paramétrage de nos articulations linéiques. Donc, je vais pouvoir basculer maintenant au niveau de RFEM 6. Hop. Ici, je suis déjà sur un modèle déjà créé, mais ce modèle est vierge ici. Et donc, au niveau des paramètres du modèle, dans les données de base, on est parti sur un modèle 3D. Au niveau des modules, comme on a travaillé sur du CLT, on est venu activer le module surface multicouche, également le module vérification du bois, si par la suite on souhaite faire les vérifications. Sur la partie norme, on a la partie norme qui est paramétrée ici, même si on ne va pas aller jusqu'à la vérification. Mais sur les parties normes de base Eurocode 0, on est parti sur le choix de la norme Eurocode 0 plus la partie spécifique pour la partie bois. Vous pouvez également choisir l'Eurocode 0 base plus bois, dans le cas où vous avez plusieurs matériaux dans un même modèle. Petit rappel ici, donc le choix de cette norme Eurocode 0 plus bois va permettre de générer les combinaisons spécifiques à l'Eurocode 5. Et dans les paramètres ici de l'annexe, vous avez aussi le réglage du CADEF global du modèle. Ensuite, on est sur l'Eurocode 1 avec l'annexe de la France pour tout ce qui est assistant de charge. Et pour la partie vérification bois, on est sur l'Eurocode 5 avec l'annexe également de la France. Pour le reste, on n'a pas forcément besoin de venir dessus. Ici, le Z global est orienté vers le haut. Et puis, ce sera tout à ce niveau-là. Donc, je vais quitter et je reviens à ce niveau-là, au niveau de l'interface de RFEM6. On va rapidement créer des surfaces ici pour pouvoir après assigner une articulation linéique. Donc, je vais venir créer une surface. Ici, on souhaite créer des surfaces type panneau CLT pour pouvoir créer un plancher. Donc, on va venir définir une nouvelle épaisseur. Parmi les épaisseurs, on va venir choisir le type d'épaisseur. Comme on a activé le module surface multicouche, ici, on va avoir la possibilité de définir des compositions via la définition de couche. Si vous avez un nouvel onglet couche dans lequel on va pouvoir soit définir manuellement la composition de son panneau, on a accès à la bibliothèque. Si on ouvre les matériaux de la bibliothèque, on va retrouver des références bois pour tout ce qui est panneau lamelé croisé, ici CLT. Donc là, vous retrouverez différentes références de matériaux. Donc vous pouvez éventuellement définir la composition de vos plis manuellement, définir l'épaisseur et l'orientation des plis. Ou bien là, ce qui va nous intéresser, c'est directement passer sur les références d'un panneau bois à partir d'un fabricant. Donc là, on retrouve les régions avec Canada, Suisse, Union européenne, États-Unis pour avoir les références de fabricants. Et ensuite, on a le choix sur différents fabricants qui sont présents ici dans notre bibliothèque. Donc là, vous retrouverez en fonction des fabricants que vous prenez, les produits associés. Là, je vais rester sur Pictobois et puis je vais prendre un panneau en, peu importe, c'est exact, un Douglas, pain, pardon, en 3 plis 120 et je vais valider. Ici, on peut retrouver qu'on peut avoir des compositions de panneaux avec différents matériaux. C'est le cas ici. Vous avez ici la représentation des plis du panneau avec nos 3 plis, la direction ici de nos plis, et puis ici vous avez un autre onglet avec les réductions de rigidité, ici pour les produits
de Piveteau-Bois, il n'y a pas forcément de modification de rigidité sur la matrice, mais ce sera là que vous les retrouvez. Et ensuite, vous avez des options supplémentaires sur la partie vérification bois, notamment ici sur la vérification de la rupture en cisaillement de la section nette ou de la rupture dans le plan de collage. Ici, je vais le désactiver, même si on ne va pas faire la vérification, aller jusqu'à la vérification des panneaux. Et dernier point, ce sera la partie matrice de rigidité. Donc ici, on retrouvera la matrice de rigidité qui est présente dans cet onglet-là. Ok, je reviens sur mes couches ici et je vais pouvoir valider. Ici, j'ai donc créé ma nouvelle référence d'épaisseur. Je vais retrouver ici également les matériaux associés. Et puis, je vais pouvoir valider et venir créer ma surface. La surface, je la crée à partir des points de la grille. Je vais faire une surface de 2 mètres de large et de 4 mètres de long. Et puis, une fois que j'ai fait ma surface, je peux la sélectionner, maintenir la touche contrôle et la copier. Ce qui sera important à contrôler, c'est l'orientation de nos panneaux. Donc là, on a en passant sur nos surfaces, on a l'orientation de l'axe local de nos surfaces qui s'affiche. On peut venir ici contrôler et demander à afficher au niveau des paramètres d'affichage des surfaces la direction des couches. Et là, on peut voir que la direction ici de nos plis supérieurs et inférieurs se trouve dans la mauvaise direction. Donc là, on va faire une rotation de nos axes de surface. On va modifier les surfaces, appliquer une rotation de 90 degrés. Vous avez également d'autres options si vous avez besoin d'orienter les axes par rapport à une ligne directement. Ok, et là on a nos panneaux qui sont dans le bon sens pour porter sur la longueur. Ici, je vais venir définir des appuis linéiques. À ce niveau-là, on va partir sur des appuis simples articulés. Et on va pouvoir regarder ce qui se passe au niveau du calcul. Ici, on est sous poids propre. On va venir rajouter rien du tout. On va juste regarder déjà dans un premier temps cette partie-là et on va lancer le calcul. Là, par défaut, comme on a défini juste 2 surfaces connectées entre elles, par défaut, RFM6 va les considérer comme connectées de façon rigide. Donc là, on a une continuité qui se fait entre nos deux surfaces, comme si elles étaient connectées entre elles de façon infiniment rigide. Ok, on peut regarder ce qui se passe au niveau éventuellement des efforts internes, au niveau de la surface, les moments. À ce niveau-là, on peut voir ce qui se passe et on a bien une continuité qu'il y a entre nos deux surfaces. Je vais reprendre cette même surface ici, je vais la copier en faisant une rotation, une translation avec la touche contrôle. Alors, je vais remettre sur un nœud ici de la grille. Et on va venir définir une articulation. Pour définir une articulation, c'est très simple. Vous pouvez passer par le navigateur données ou bien également par le tableau. Ici, dans la partie structure, vous avez dans la partie type pour les lignes, la partie articulation linéique, ou bien directement dans le navigateur, ici, définition d'articulation linéique. On va créer une nouvelle articulation. Pour cette articulation, vous pouvez définir différents degrés de liberté, les débloquer. Par défaut, vous avez la rotation autour de l'axe X qui est libre. Au niveau du système d'axe, ici, l'axe X sera systématiquement orienté dans la direction de l'axe de votre ligne, ça va être votre ligne, et l'axe Z sera systématiquement perpendiculaire au plan de la surface que vous libérez. Et puis l'axe Y sera systématiquement dans le plan de votre surface. Ici, je vais rester sur ces réglages-là, juste une libération en rotation. Et cette articulation, on va venir l'assigner. On va venir l'assigner à cette surface et on va venir sélectionner la ligne articulée. Je valide. Et ici, on va avoir la représentation de notre articulation. Alors après, vous pouvez jouer sur l'affichage éventuellement. Ici, directement via un clic droit. Et ce qu'on va déjà faire dans un premier temps, c'est regarder ce qui se passe quand on recalcule
La même chose, donc là, juste sous poids propre, un cas de charge qui est créé par défaut. Et on va déjà comparer ce qui se passe entre les deux surfaces. MX, on n'a pas de différence. Par contre, dès qu'on regarde dans les efforts internes, MY, on commence à voir des différences entre les deux. En déformation, on va pas avoir une grosse différence, étant donné que là, on est sur deux surfaces avec les mêmes types d'appui et avec une charge uniforme de poids propre appliquée. Là, on va pouvoir voir justement cette libération en rotation. C'est par exemple si je viens appliquer une charge linéique ici de moins d'1 kN et je vais relancer le calcul. Alors également, attention, si vous définissez des surfaces qui seraient en porte-à-faux, de ne pas les articuler en extrémité et que la seule connexion soit la connexion par articulation linéique. Le seul appui soit fait par articulation linéique. Vous risquez, si l'articulation est libre en rotation, d'avoir une instabilité. Ici, on peut voir la différence en déformation entre nos deux modèles. Donc là, avec une continuité à travers les deux surfaces, avec une connexion rigide. Et puis là, on a libéré notre rotation entre les deux surfaces. Donc du coup, on a une déformation qui est différente à ce niveau-là. Également, au niveau de ces articulations, on peut déjà voir ce qui se passe graphiquement au niveau du comportement des surfaces, mais après, vous aurez aussi des résultats au niveau de la partie déformation, si vous avez défini des raideurs, ou bien également ici, phi-x, on peut voir que si je masque juste les résultats de déformation, on peut voir qu'on a une rotation de l'articulation qui s'affiche avec phi-x. Et après, vous pourrez également visualiser les efforts dans l'articulation, normaux et tranchants ou de cisaillement dans les deux directions, VY, VZ, ainsi que le moment si vous avez défini une raideur en rotation. Également, un autre point, si vous avez deux surfaces à articuler entre elles, vous pouvez le faire, mais attention, dans ce cas-là, si par exemple vous définissez la même articulation avec la libération au niveau de la libération en rotation pour les deux surfaces, vous risquez d'avoir une instabilité. Par exemple, si je le fais ici, j'articule cette surface-là avec la même ligne, OK, et que je lance le calcul, vous allez avoir un message d'instabilité. OK, il vous dit que vous avez une instabilité autour de l'axe Y. Ça, c'est parce que vous avez deux articulations libres en rotation connectées sur une même ligne. Donc là, ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est on va créer une nouvelle articulation si vous voulez faire ça. Hop, nouvelle articulation. Et soit vous définissez une raideur sur l'une, soit, par exemple, ici, on aurait des raideurs après en translation. Donc, je vais juste faire une articulation telle quelle, sans rien qui correspond à un encastrement. Je vais la signer ici. Et là, je peux relancer le calcul. Le calcul va s'exécuter. OK. Ou bien, ce que je vous disais, si vous voulez absolument avoir une libération en rotation des deux côtés, il faudra définir une raideur sur l'une des deux pour pouvoir exécuter le calcul. Sinon, vous serez sur un modèle instable. OK. Voilà ce qu'on voulait voir sur la partie définition des panneaux CLT et création d'une articulation. Je vais passer sur un autre modèle où là, on va déjà avoir des articulations définies, mais ça sera pour voir ce que l'on peut éventuellement faire au niveau de la définition justement de ces articulations. Ici, on a plusieurs représentations de murs, exemples de murs, et on a, alors normalement déjà exécuté le calcul,
OK. Et là, on va s'intéresser, alors je vais changer le réglage d'affichage avec juste l'affichage des résultats sur les éléments que je sélectionne, et on va passer en mode transparent, en mode filaire. Ici, premier modèle, on a deux surfaces, deux murs, qui sont liées entre elles, mais sans définition d'articulation linéique. Ici, vous avez une charge linéique de 5 kN par mètre linéaire qui s'applique sur la ligne supérieure du voile du dessus. Et si on regarde ce qui se passe, on a une déformation uniforme des deux murs. Ils sont liés de façon rigide. On a une déformation qui se présente de la façon suivante. Donc là, on a une liaison infiniment rigide entre nos deux surfaces, comme si c'était une seule et même surface qui était continue à ce niveau-là. Deuxième hypothèse ici, on est venu définir une articulation linéique. Alors là, on a renseigné une raideur. Je vais revenir juste après sur la définition des raideurs ici. Donc on a renseigné une raideur en translation sur X, donc là, le long de notre ligne ici. On est encastré sur Y, sur Z, et on a une libération en rotation qui a été activée. OK. Et ici, si on regarde ce qui se passe, toujours avec la charge de 5 kN par mètre linéaire en haut, on a une déformation de nos murs ici. Et ce que l'on peut voir, c'est que, alors, voilà, si je réduis un peu la déformation, on a en réalité une translation qui se fait au niveau de notre mur selon l'axe X, donc selon l'axe de la ligne à ce niveau-là. Voilà, c'est première possibilité. Si je reviens là-dessus, que je désactive les déformations, on va pouvoir aussi visualiser ce qui se passe en effort normal. Et ici, dans le plan de la surface, le VY, on a ici de soulèvement et ici de la compression à ce niveau-là, sachant qu'on était encastré, donc on a une distribution symétrique à ce niveau-là, au niveau des efforts. OK. Je vais passer sur le second exemple ici, donc avec articulation linéique. Pour celui-ci, on a défini une articulation linéique, mais dans RFM6, vous avez une nouveauté, c'est la définition de non-linéarité au niveau des articulations linéiques. Ici, on a donc repris une raideur ici de 9000 kN par mètre carré sur UX et sur UY, et on est venu définir une non-linéarité avec un encastrement sur VY si VY est négatif. Ici, le réglage de la non-linéarité faudra effectivement se fier à l'orientation de l'axe X, également à la direction de l'axe Z, donc par rapport qui se réoriente par rapport à l'axe Z de votre surface. Et à partir de ça, on pourra déterminer du coup le réglage de non-linéarité de la surface. De l'articulation linéique, pardon. OK. Et à ce niveau-là, maintenant, on peut voir que on a ici une surface qui se déplace avec également un soulèvement, et on a également le déplacement du mur inférieur, mais on a l'effet de soulèvement qui est pris ici, et on n'a pas d'instabilité puisqu'en soulèvement, on a également une raideur considérée. Si jamais je reprends les deux ici et que pour comparer, je mets 9000 kN par mètre carré ici et que je relance le calcul, on va voir une différence dans le comportement. Ici, on a une non-linéarité. Et sur celui-ci, on n'a pas de non-linéarité, donc en fait, on a un effet de raideur dans les deux directions, et donc un effet de pivot du mur, et donc qui rentre aussi en contact à travers le mur inférieur. Donc là, on a vraiment un comportement totalement différent entre les deux. Si je les sélectionne tous les deux, là, on peut, avec la définition de non-linéarité, prendre en compte une raideur en soulèvement du mur. Et les deux autres les derniers exemples que je souhaite vous montrer, toujours avec la notion ici de définition de voiles connectés entre eux. Ici, on va avoir des articulations qui seront définies, mais cette fois-ci, c'est l'exemple que je vous ai montré, on a des raideurs
dans les deux directions, en positif, négatif, et du coup, on va avoir ici, sur un modèle global, si on part sur cette hypothèse-là, on va avoir des voiles qui peuvent entrer en collision à ce niveau-là. Et si on prend la non-linéarité, ici, vous pourrez éventuellement, à ce niveau-là, prendre en compte un comportement plus réaliste, avec ici les effets de soulèvement de vos modèles. Maintenant, si on s'intéresse aux résultats pour tout ce qui est effort, on va voir cela. Alors, je vais juste remettre mon modèle ici comme il était. Et on va s'intéresser à tout ce qu'on peut avoir comme effort dans les articulations et comparer ce qu'on a. Donc, je vais repasser sur un affichage des résultats sur tout, ici. Et ce qui va nous intéresser, c'est plus la partie déformation, mais ça va être tout ce qui est effort. Donc là, on retrouve les efforts. Donc là, on retrouve à peu près effectivement les 5 kN qui sont injectés en haut de notre voile. Ici, on n'a que ce voile-là, le premier voile qui est chargé. Donc, on a une redistribution de la charge qui se fait à travers les liaisons. Et si on regarde à partir de VY, donc là, on a juste une raideur en translation. On retrouve ce qu'on a regardé, premier exemple qu'on a regardé avec articulation. Deuxième exemple avec non-linéarité, on peut voir la zone de soulèvement ici, et puis la zone de compression. Et puis ici, et on peut voir ce qui se passe. Si je repasse sur l'affichage des déformations avec juste une raideur ici. Donc on va être sur ces résultats plutôt qu'on souhaite comparer. Là, on a une translation. Tout à l'heure, on avait une collision des éléments puisqu'on avait défini une raideur en translation aussi sur VY dans les deux directions. Là, si on conserve que VX, c'est plutôt ce type de modèle sur lequel on va se porter habituellement. Après, éventuellement, vous avez aussi cette possibilité-là maintenant dans RFM6 de définir des non-linéarités au niveau des articulations et de considérer ici juste du soulèvement et la compression ici rigide au niveau de l'appui. Ici, c'était un cas avec une définition d'articulation avec encastré si VY négatif, mais vous avez d'autres définitions. Encastré si VY positif. Vous pouvez également définir des activités partielles, renseigner directement, par exemple, des valeurs de glissement, différentes définitions d'activités partielles, ou encore venir directement renseigner un diagramme de comportement et définir vous-même la loi de comportement de votre articulation linéique. Voilà à ce niveau-là. Donc on a vu comment créer une articulation linéique, on a vu qu'on pouvait également définir différentes définitions au niveau des comportements de non-linéarité ou au niveau des raideurs des articulations linéiques. Et maintenant, on va voir sur le paramétrage des raideurs de nos articulations linéiques dans un modèle. Donc, je reviens ici et je passe sur mon dernier exemple. Ici, on est sur un exemple d'un petit bâtiment, d'une petite structure. Et ce qui va nous intéresser, c'est justement comment venir définir nos articulations directement pour les assigner sur un modèle et puis comment les paramétrer. Le paramétrage, pour cela, on va pouvoir basculer sur le PPT et sur cette partie-là, au niveau de la définition des raideurs, là-dessus, vous avez retrouvé dans l'Eurocode 5 des informations. Pour les raideurs d'une vis, par exemple, vous aurez ici, dans les modules de glissement, ici, vous retrouverez les informations du casser ou des pointes ou différents connecteurs directement dans l'Eurocode 5. Après, vous pouvez également consulter les fiches de fabricants de connecteurs qui peuvent également vous donner des informations sur les raideurs. Ici, dans notre exemple, on va partir sur le calcul de raideur d'une vis pour notre modèle.
Ensuite, dans le logiciel, si vous avez regardé, si vous faites attention, la raideur qu'on renseigne, c'est une raideur en kilonewton par mètre carré. La raideur d'un connecteur, elle est en kilonewton par mètre. Le mètre carré, en fait, on l'obtient en multipliant notre raideur casser par le nombre de connecteurs par mètre, ou bien en divisant par l'anthrax des connecteurs. Alors après, vous pouvez avoir une petite variation entre les deux raideurs. On partira plutôt sur éventuellement le nombre de connecteurs par mètre au niveau de notre exemple. Et puis, dernier point également, vous avez à savoir que sur... et dernier point également, au niveau des modules de glissement, dans l'Eurocode 5, vous avez une petite différence entre le casser pour l'état limite de service et le casser pour le LU, qui n'est plus un casser, mais qui est un KU pour l'état limite ultime. Le KU va correspondre à 2/3 du casser et on devra le considérer pour toutes nos combinaisons ELU. Donc là-dessus, on aura une petite spécificité et on va voir justement aussi comment pouvoir faire cette modification de réglage au niveau du modèle. Donc je rebascule sur notre modèle et on va déjà voir comment définir nos valeurs de raideur et puis ensuite on viendra assigner nos articulations au niveau du modèle. Pour la définition de nos raideurs d'articulation, on va pouvoir le faire directement en définissant, par exemple, des paramètres dans le modèle RFEM. La définition des paramètres, on va avoir plusieurs possibilités. Vous pouvez renseigner directement des formules, vous pouvez renseigner directement une valeur casser. Par exemple, ici, si j'ai déjà ma valeur casser, je peux renseigner, par exemple, mon casser. Ah. Je peux renseigner directement mon casser. Et ensuite, on va pouvoir lui définir un groupe d'unités. Par exemple, je sais que je suis en kilonewton par mètre carré. Donc, je vais partir sur une valeur de raideur de ressort linéique, ici en translation. Et là, je peux renseigner ma valeur de raideur. Par exemple, si je passe sur un diamètre de vis de 8 et que je mets 3 vis sur 1 mètre, bah là, ça va me faire une raideur de 7729 kN par mètre carré. OK. Je peux aussi passer par la définition d'une raideur que je calcule. Alors, je vais la différencier des autres. Casser 2, par exemple. Ah. Alors, je fais F8 pour récupérer la raideur de ressort linéique. Et puis, celle-ci, on va la dire que ça va être une formule. Donc là, ça affiche en rouge parce que la formule n'est pas encore définie. Mais pour calculer notre casser, on va avoir besoin du diamètre de notre vis, de ρm. Ici, on avait dit qu'on partait sur le nombre de pointes ou de vis. Et donc là, sur n. Ici, je vais les mettre en propriétés. Alors, vous avez différentes propriétés selon le matériau, section. Je vais mettre ça en facteur. Après, vous pouvez avoir des conversions qui se font en fonction des unités ou des propriétés que vous définissez. Là, je vais partir sur ça. On va voir ce que ça va donner. Le diamètre, je vais partir sur 8. L'euro, on va partir sur 380. Et puis N, on avait dit 3 vis à ce niveau-là. Ici, je vais venir définir une formule. La formule, je peux directement la saisir ici ou ouvrir la fenêtre de définition de formule. Et pour récupérer les données, je vais juste faire appliquer. Et ici, je vais pouvoir renseigner donc le diamètre de ma vis fois ρm qui est avec une puissance 1,5. OK. Et puis divisé par 23
Donc là, on voit qu'il y a un petit facteur. Alors, je vais remettre. Normalement, on devrait être. Alors, on devrait retrouver ça. Alors, il me manque fois n. Donc là, on est à 7730. Donc, il y a un petit facteur. On va refaire 1000. Et là, on retrouve bien les 7729 à ce niveau-là. OK, donc ça, c'est une autre possibilité. Et puis, dernier point que l'on verra, ce sera la définition ici. On va définir le Caser unitaire d'une pointe. Ici, je vais lui dire que ce sera une raideur de ressort simple en kilonewtons par mètre. Ici, la valeur, c'est 2576 à ce niveau-là. Donc là, on a défini plusieurs paramètres. On va utiliser la première définition au niveau de notre articulation linéique. Pour cela, on va venir, alors j'ai défini déjà plusieurs références d'articulation, elles ne sont pas encore réglées. Ici, on peut renommer nos articulations et ici, je vais venir définir ma raideur sur UX. Et la raideur du ressort, soit vous la renseignez manuellement, ce qui veut dire qu'après, si vous voulez la changer, vous changez directement la valeur ici, soit vous pouvez la lier avec les paramètres que vous avez renseignés dans le tableau précédent. Ici, je vais venir modifier et dire que la valeur ici, elle est liée à celle que l'on a ici, du Caser, et là, il nous récupère donc cette propriété-là. Si on veut directement changer après la valeur de notre articulation 1, on pourra directement passer dans le tableau des paramètres pour pouvoir la réajuster. La deuxième, on peut par exemple ici venir récupérer les paramètres et cette fois-ci prendre le Caser 2. L'intérêt du Caser 2, c'est que si jamais je veux changer le nombre de pointes, directement, la formule de calcul est intégrée au niveau des paramètres, et donc vous pouvez directement changer le paramètre du nombre de pointes de vis, par exemple, et automatiquement, la raideur ici sera recalculée, réajustée. Dernier point, éventuellement possible pour le paramétrage, ça va être ici, par exemple, de définir parmi les paramètres globaux, on va utiliser la dernière, on a renseigné juste une valeur unitaire. Et pour cela, donc, je vais redéfinir une formule. On va reprendre notre Caser unitaire et on va utiliser la partie JavaScript. Donc là, on va lui dire que on va lier cette articulation, cette propriété, cette formule à un commentaire qu'on va lier à l'articulation numéro 3. Ici, je vais faire Caser U fois, ici vous avez les informations. Donc là, vous retrouvez différents codes qui sont disponibles. Donc là, je vais me mettre ici, je vais récupérer la référence pour les articulations linéiques. Ici, on est sur l'articulation linéique numéro 3, donc on donne la référence. Et ensuite, on va pouvoir venir rajouter une ligne de code supplémentaire qui sera liée au commentaire. Donc, point comment, il me manque un M. Ici, il me propose également directement le code. Point slice. Et puis ensuite, on part au niveau des parenthèses. Et ici, ce code-là, il va nous permettre de lire en fait les caractères de notre commentaire. Donc là, je vais mettre 0,2, ce qui va permettre ici, avec ce terme-là, de lire et de récupérer les deux premiers caractères du commentaire. OK. Je valide. Pour le moment, j'ai aucune valeur, mais là, si je mets par exemple que j'ai 2 vis, ici, il me recalcule par rapport à mon Caser fois le nombre de vis. Si je remets 3 vis, du coup, je retrouve la valeur par rapport à 3 vis. OK? Donc ça, c'est différentes possibilités sur la définition du paramétrage de nos articulations linéiques. Et je valide. Nos articulations linéiques, on a tout libéré aussi en rotation autour de l'axe X.
Les articulations sont créées et maintenant on va pouvoir les assigner à notre modèle. Alors, vous pouvez par exemple passer et isoler par exemple les planchers avec les visibilités. On va isoler nos surfaces en fonction des épaisseurs et par exemple isoler les planchers. Ici, je suis venu désactiver, ignorer les objets associés. Comme ça, je récupère aussi les lignes de contour et je vais pouvoir retourner au niveau de nos articulations. Je passe en transparent et la première articulation, plancher, je double-clique dessus et je peux venir sélectionner ma surface, faire un lasso ici sur les lignes à articuler. Je sélectionne une deuxième surface, j'articule les deux lignes. Ici, j'ai un mur central, donc j'ai pas besoin d'articuler cette surface-là avec la définition plancher. Et puis, je fais la même chose sur les tâches du dessous. OK. Pour les planchers, éventuellement, je peux procéder de la même façon, plancher-mur. Donc là, on va en périphérie, on a des murs ou bien encore des poutres ici. Je vais venir définir la même articulation. Et là, éventuellement, je peux passer également sur cette méthode-là, où je viens sélectionner directement ma surface, puis mes lignes. Ici, également ça, ça. Hop. Puis, cette partie-là. Je bascule sur la surface suivante. J'articule ici. Alors, au niveau des articulations, si vous libérez en rotation, toujours garder donc une articulation sur deux avec la rotation de libre. Si jamais toutes les articulations en une même ligne sont libres en rotation, vous aurez une instabilité. OK. Et puis, je procède de la même façon au niveau inférieur. À ce niveau-là. Donc, isoler les niveaux de plancher ou bien par vue, par panneau, ça permet de rapidement aussi isoler les panneaux qui nous intéressent pour la définition des articulations. OK. Et dernier point, je vais le faire sur la partie mur, ça va être l'assignation en automatique de nos articulations linéiques. Je vais repasser sur un affichage juste de nos panneaux de mur et à ce niveau-là, vous allez pouvoir passer dans la barre d'outils et vous allez sur assigner et assigner type pour les lignes, articulation linéique aux lignes. Et vous avez deux options, soit vous sélectionnez les surfaces et les lignes à articuler, soit vous passez par la sélection des surfaces et avec une assignation automatique des lignes à articuler. Donc automatiquement, dès qu'il détectera des surfaces connectées aux lignes, il va venir définir une articulation linéique sur cette ligne-là. Là, je passe sur l'articulation linéique numéro 3. Là, je peux sélectionner plusieurs surfaces. Elles sont listées à ce niveau-là. Et ensuite, on pourra venir éventuellement nettoyer les articulations qui ne nous intéressent pas à ce niveau-là. Et dernière surface à articuler, on avait des murs au milieu, je valide. En faisant cette option-là, vous allez retrouver maintenant des articulations à différents points et ensuite vous pourrez donc supprimer celles qui ne vous intéressent pas. Par exemple, ici on articule le plancher sur le mur, donc les têtes de mur, on peut venir les supprimer, nos articulations directement. Après, on peut faire la même chose à ce niveau-là. Nos murs centraux ici, intermédiaires, on garde puisqu'ils vont être articulés par rapport au plancher qui est continu. OK. Et puis après, on peut procéder de la même façon sur la partie inférieure. Par exemple, je peux me mettre en vue en Y. Ici, ces articulations-là ne m'intéressent pas, donc je vais pouvoir venir supprimer l'attribution
des articulations. Pareil à ce niveau-là. Ah, j'en avais encore une là. Et puis, ensuite, en fonction de quel panneau vous souhaitez articuler, ici on va garder qu'une seule articulation, sinon, comme on a libéré les rotations, on sera avec un risque d'instabilité. Et même chose ici, on a 3 panneaux, on n'articule que 2 de ces 3 panneaux. Ou si on avait un panneau filant ici, on aurait pu articuler que le panneau central, par exemple, intérieur. Ici, et puis on est réglage à ce niveau-là. Ok. Donc ce sera tout à ce niveau-là. Éventuellement, ce qui aurait pu être fait, c'est on aurait pu changer les articulations ici pour définir un autre type d'articulation pour les supports de plancher. Et si je regarde juste vite fait un calcul sous poids propre, juste contrôler si le modèle. Alors, petit souci sur un matériau que j'ai peut-être pas réglé par rapport à des classes de service. Sur les barres, je vais rannuler le mode de visibilité. Oh oui, il n'y avait pas de classe de service assignée. On va juste contrôler. Le modèle, si jamais on a une instabilité, on avait aussi une analyse stabilité globale qui était activée. Bon là par exemple, il nous met que nous avons une instabilité au niveau du modèle. Il nous indique la zone où se trouve l'instabilité. Effectivement, ici on a articulé les planchers. J'ai oublié de désactiver ici certaines articulations. Donc du coup, il nous met une instabilité à ce niveau-là. Alors, je n'ai pas forcément besoin de l'analyse de stabilité globale. Ici, je peux venir éventuellement le désactiver. Et je vais juste venir nettoyer. On articule là nos pieds de mur directement. Oui. Et du coup, ça me fait penser que j'ai peut-être pas regardé celui-ci. Alors je vais. Ah si, celui-là on l'avait nettoyé. Les autres, oui, ils étaient nettoyés. Ok. Et autre point, ne pas articuler également les ouvertures de vos surfaces. Voilà. Voilà, on a le modèle qui est calculé. Et donc ensuite, on pourra passer sur la vérification de nos panneaux bois et le calcul de nos articulations avec l'exploitation des résultats sur nos articulations. Dernier point de la slide qui était la différence entre KSER et KU. Au niveau de RFEM, on va pouvoir, au niveau des situations de projet, éventuellement ou directement sur les combinaisons de charge, si vous le souhaitez, vous pourrez faire des modifications de rigidité. Alors là, nos situations de projet, elles c'était en analyse géométriquement linéaire. Et puis, au niveau des combinaisons de charges, vous pouvez directement venir modifier vos combinaisons ELU et venir appliquer une modification de structure. Cette modification de structure, on va pouvoir
la modifier. Alors là, c'était lié au paramétrage de second ordre. Là, ici, on peut par exemple le rappeler ELU et on va venir modifier les raideurs sur nos articulations linéiques. Et à ce niveau-là, ici, vous avez toutes vos articulations linéiques qui sont listées avec un facteur 1 sur vos raideurs. Ici, nous, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir multiplier ce facteur par 0,667 par exemple. Et à présent, quand on fera nos calculs ELU sur nos combinaisons ELU, vous aurez la modification de rigidité qui s'appliquera avec le facteur des 2/3 sur le casser. Ici, pour les ELS, on n'a pas de modification de rigidité de réglée, donc vous serez automatiquement avec les raideurs casser qui ont été renseignés dans votre modèle global. Donc ce sera tout pour cette matinale. Je vous ai également mis, vous retrouverez dans le PDF téléchargeable, les liens vers des informations complémentaires, notamment le webinaire sur la partie conception et calcul des panneaux CLT, qui est disponible sur notre site. Vous avez également le lien vers les manuels en ligne ou des articles, notamment ici sur la partie articulation linéique. Ici, le lien vers la partie surface multicouche si vous souhaitez regarder plus en détail la partie CLT. Et puis ici, le lien vers un exemple, un tutoriel si vous souhaitez prendre la main sur RFEM6 avec un premier exemple à suivre. Sur notre site, vous trouvez différents services gratuits en ligne avec nos cartes d'information de zone de neige, zone de vent, sismicité, les articles techniques, FAQ, base de connaissances qui sont également disponibles, ainsi qu'une bibliothèque avec plusieurs exemples de modèles qui sont téléchargeables. Vous retrouverez aussi les vidéos directement sur notre site ou sur notre chaîne YouTube. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, vous avez la possibilité de télécharger une version d'essai du logiciel RFEM6. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous contacter directement par mail à info@delubal.fr ou par téléphone au 01 78 42 91 61. Donc, je vous remercie pour votre participation, votre attention et je vous dis à bientôt.